Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la première vidéo a répondu à un certain nombre de questions que vous posiez et surtout peut-être qu'il a permis d'améliorer votre petit quotidien avec votre petit binôme. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est donc de pouvoir dépenser son chien sainement en lui proposant des jeux équilibrés. Donc souvent, lors du bilan, vient la question où on parle de comment on joue avec son chien. Et donc souvent, je vous demande de m'expliquer comment vous jouez avec votre chien. La plupart du temps, j'ai des personnes qui vont me dire qu'ils ont tendance du coup à lancer des jeux, tirer des jeux, lancer des bâtons, lancer des pommes de pin, enfin, toutes choses. Et donc souvent, à ce moment-là... moi, je viens vous apporter un peu mon avis sur le sujet et surtout vous accompagner dans ce sens-là où, du coup, je vous conseille pas forcément de jouer comme ça avec votre chien. Pour différentes raisons. La première, c'est comme je vous dis souvent, chaque chien, en fait, a un instinct de prédation. On prend tout type de race, que ça soit du Yorkshire au berger allemand, au labrador, au cocker, tout type de race, ils ont un instinct de prédation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose en mouvement, ils vont aller courir derrière. Donc souvent, c'est en rapport avec la balle, par exemple. On va lancer la balle, le chien va aller courir derrière, il va l'attraper, il vous la ramène ou pas, ça dépend. Et donc souvent, en fait, si on ne vient pas, nous, régulièrement lancer ou voir jouer dans ce sens-là, on n'aura pas forcément de problème comportemental au quotidien parce qu'on ne va pas venir renforcer cet instinct de prédation. Par contre, si on vient lancer régulièrement ou pas, et là c'est pour ça qu'on en parlera juste après, le ou pas est super important parce que vous lanciez 10 balles par jour comme une balle par mois, la finalité est la même. Alors forcément plus rapide ou pas, mais c'est surtout qu'en fait là on peut du coup avoir potentiellement des problèmes comportementaux qui vont arriver. Comme avoir un chien du coup qui va potentiellement se mettre à courir derrière des joggers, courir derrière des vélos, des trottinettes, des voitures, un enfant, d'autres chiens, le chat de la maison. Et là ça devient un peu problématique. Comme je vous dis, quand on habite en ville, avoir un chien qui déclenche sur toutes les voitures, c'est un peu compliqué. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, quand on lance un jeu à son chien, tout de suite, il est amené d'adrénaline. Et souvent, dans ce moment-là, tout de suite, il y a une hormone qui vient symbioser en même temps. C'est une hormone de cortisol. L'hormone de cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone de stress. Souvent, je vous demande dans ce moment-là, vous pensez qu'elle met combien de temps à s'enlever du corps du chien, cette hormone? En tout cas, à redescendre. J'ai diverses réponses, hein. Ça peut aller de quelques minutes à quelques heures des fois. Et souvent, je viens vous apporter que malheureusement, non, c'est pas aussi rapide et que ça met plusieurs semaines. Et du coup, c'est là où je veux en venir, c'est que du coup, si on a toujours un chien qui est toujours ici, et qu'on vient en fait le monter en fait jusqu'ici avec nos jeux d'excitation, entre guillemets, en fait, on n'a jamais un chien qui redescend. Et du coup, potentiellement, même avec différents stimuli extérieurs ou à l'intérieur, hein, peu importe, et du coup on aura un chien qui arrivera beaucoup moins à se gérer émotionnellement parce qu'il sera toujours monté sur du 360. Donc ça c'est le deuxième point. La troisième chose, c'est qu'en fait, souvent je vous apporte que, parce que vous m'apportez toujours cette petite phrase où on me dit « Mais moi, Ambre, quand je lance une balle à mon chien, il adore ça. » Je l'entends, mais le problème, c'est que je réponds souvent que l'alcoolique, il adore son verre de vin à 10h du matin. En fait, on le rend aussi dépendant de quelque chose dont il n'a pas besoin. Souvent, je viens vous faire le petit lien, par exemple, avec un petit créole qui est en Martinique, par exemple, qui n'a jamais été en contact avec les humains. À 99%, je vous assure qu'il apportera jamais un bâton à un humain pour qu'on lui lance. En fait, c'est nous qui avons créé ce besoin-là et qui créons ce besoin-là parce que clairement, un chien, il n'a pas besoin
de jouer, entre guillemets. Il a besoin de jouer avec ses congénères, ça on est bien d'accord, c'est un être social, mais il n'a pas forcément besoin de jouer avec l'humain, ça c'est nous qui en avons besoin et qui décrétons et qui accentuons cette phase-là. Donc ça c'est le troisième point. L'autre chose, pourquoi du coup je vous conseille surtout pas de jouer dans ce sens-là, comme je vous dis, c'est que du coup on a toujours des chiens qui sont très 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 hauts en énergie, et puis qui redemandent, et puis qui redemandent, et qui redemandent, parce que du coup en fait on les rend dépendants inconsciemment de ça. Je vous fais souvent le lien avec l'humain, je vous le refais là. Si on a un enfant ou qu'on met toute la journée devant une PlayStation à jouer avec des jeux pas forcément très cool, on pourra quasiment pas lui demander d'être calme à table et surtout d'être couché assez tôt. À l'inverse, par contre, si on met un enfant sur des jeux de créativité, sur des jeux de peinture, de la lecture, des choses comme ça, du coup on a un enfant super calme à table et il se couchera super tôt. Donc ça c'est surtout pour ça. Si vous voulez du calme au quotidien avec votre chien, malheureusement il n'y a pas 1000 façons, il va falloir lui proposer du calme au quotidien pour qu'il soit calme du coup avec des stimuli extérieurs ou même au quotidien. Je vous fais juste un petit récap sur les maillons de prédation pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc en fait on a 7 maillons en tout sur la prédation, à savoir que les 3 premiers sont innés chez le chien. Qu'on entend par inné, ça veut dire qu'il ne s'enlève pas. Donc ça va être les 3 premiers. Le premier ça va être je regarde la chose en mouvement, le deuxième ça va être je m'oriente vers, et le troisième c'est je cours après. Ça ils le font tous et de toute façon ça ne s'enlève pas. Si du coup on vient régulièrement lancer des jeux, on peut potentiellement augmenter dans les maillons de prédation. Donc s'ensuit par j'attrape, je tue, je déchiquette et j'engère. Et donc là ça devient compliqué. Là on parle de tuer, déchiqueter, ingérer parce qu'on parle de proie, mais ça peut être totalement une balle qui va secouer dans tous les sens, qui va déchiqueter, etc. Et donc là ça peut devenir problématique parce qu'en fait la prédation, comme je vous le dis, c'est que c'est déjà inné sur les 3 premiers maillons. Donc en fait du moment où on va augmenter dans ces maillons, la seule chose qu'on pourra faire, c'est faire en sorte qu'on ne continue pas d'augmenter dans cette prédation et d'essayer de la temporiser, entre guillemets. Mais c'est quasiment impossible de revenir en arrière parce que, comme je vous l'ai dit, la prédation est innée. Donc, une fois qu'elle augmente, et à savoir qu'en plus, une fois qu'on est sur un maillon, le chien se renforce quasiment déjà sur l'autre d'après. Souvent, j'ai des personnes qui vont me dire qu'ils ont eu plein de chiens dans leur vie, qui ont lancé des balles régulièrement. Alors j'ai deux types de personnes. J'ai des personnes où ça va leur faire sens et qui vont se dire en effet j'avais mon chien qui avait tel âge, c'était telle race, et où on lançait des balles régulièrement, et du coup c'est vrai qu'il réagissait sur les joggers, etc. Et du coup ça leur fait sens. J'en ai d'autres à l'inverse qui vont me dire moi j'ai lancé des balles toute la vie à mon chien et il n'y avait pas de problématique. Le problème de la prédation, c'est qu'en fait on ne sait pas à quel moment, entre guillemets, on passe de l'autre côté. C'est pour ça que moi je vous conseille vivement de ne pas jouer dans ce sens-là, parce qu'on peut avoir un chien de 10 ans qui jouera comme ça toute sa vie et qui aura jamais le déclic de se dire dès qu'il y a quelque chose en moment j'y vais. Et à l'inverse, on peut avoir un chiot où ça va faire que 2 mois qu'on joue comme ça avec lui et il aura le déclic du coup de réagir sur tout et n'importe quoi. Donc c'est jouer un peu à pile ou face. Donc pour éviter de tomber sur le pile, il faut mieux du coup temporiser ces jeux comme ça. Voilà. L'autre jeu aussi que souvent vous me parliez, c'est que vous tirez avec les jeux avec votre chien. Donc déjà d'une part, ça je vous conseille pas parce qu'au niveau articulaire et cervical, c'est pas bon pour le chien parce qu'il fait vraiment des in-coups, et encore moins sur le chiot. Mais l'autre point, on se rend pas compte, mais inconsciemment, en fait, on demande à son chien de bloquer la mâchoire. Enfin, on lui apprend potentiellement à bloquer sa mâchoire. Donc on imagine notre petit chien en train de partir sur une trottinette avec un enfant de 5 ans, par exemple. Et qui du coup fonce parce que du coup ça court, c'est en mouvement, il y va, il chope le mollet parce que comme je vous expliquais les moyens de prédation. Et en fait, grâce à ce jeu-là, en fait, il va choper le mollet, il va pas lâcher parce que du coup, inconsciemment, on lui
apprend à pas lâcher la mâchoire. Quand on a un petit Yorkshire qui court derrière des trottinettes, les parents de l'enfant, ça les embête, mais ils peuvent tolérer. Quand c'est des chiens qui commencent à être un peu gros, ça peut être vite embêtant et ils sont pas très contents, mais ce qui est tout à fait normal. Et puis c'est pas très cool pour le chien quand on y pense vraiment. Parce qu'il faut quand même savoir que, en fait, dans la prédation, même un chien super bien éduqué, en fait, quand il part dans cette prédation, c'est limite, souvent je le fais en image comme ça, c'est comme s'il prenait son cerveau et qu'il le posait à côté. Donc en fait, il vous entend plus, enfin c'est comme s'il vous entendait plus. Donc c'est pour ça des fois j'ai des personnes qui me disent quand ils jouent avec le fait de tirer avec la mâchoire et qui disent non mais moi justement je lui ai appris à lâcher. Très bien, en soi dans votre quotidien, s'il apprend à lâcher, qu'il le fait, c'est top. Mais malheureusement dans la prédation, c'est qu'une fois qu'il est parti là-dedans, même si vous lui avez appris ça et ça et ça, encore une fois, c'est qu'il pose le cerveau, qu'il n'entend plus rien. Donc en fait, il entendra même pas ce que vous êtes en train de lui dire. Donc ça peut être vite problématique. Donc voilà, donc du coup, je vous dis pas de ne pas jouer avec votre chien, on va juste jouer différemment. La balle qu'il adore que vous lanciez, je vous dis pas de l'acheter, au contraire, on va s'en servir. Donc au lieu, nous, de lancer des jeux, on va les cacher. Comme je vous ai déjà dit, l'olfaction du chien, elle est hyper importante. Donc on va jouer dans ce sens-là. Le but étant de le dépenser olfactivement et mentalement. Donc les jeux, au lieu de les lancer, on va les cacher. Au début, on va lui expliquer, forcément, on va cacher dans la même pièce, voire à 1 mètre devant lui. Et puis quand il va commencer vraiment à comprendre, avec l'ordre, entre guillemets, cherche, par exemple, et ben du coup, on augmentera les difficultés, etc. Puis on pourra cacher à l'extérieur, derrière un arbre, derrière un buisson, derrière une poubelle, sous un tas de feuilles. Voilà. Pour vraiment le dépenser sainement et qualitativement. Quand on y réfléchit, pour un chien, il n'y a quasiment aucun intérêt à courir derrière une balle. Nous, ça nous fait plaisir, parce que forcément, le chien nous ramène la balle. Mais c'est la seule chose. Il y a peut-être un petit intérêt physique sur le moment, et encore, parce que pour les à-coups et les articulations, je vous assure, c'est pas super bon de faire des freinages entre guillemets d'urgence ou des sauts en l'air. Mais alors que vraiment cacher les jeux, là on a un vrai intérêt du coup de dépenses mentales olfactives. Et du coup on a un chien forcément plus dépensé sur la journée et du coup qui dormira aussi plus sereinement dans ses moments de repos. L'autre façon de jouer, ça va être vous cacher vous. Ça, ils adorent ça. Vous pouvez vous cacher dans la maison, vous pouvez cacher à l'extérieur, derrière un arbre, derrière un buisson, pareil. Et puis, il y a plein de d'autres jeux. Hein. Vous pouvez aussi prendre des boîtes de conserve, cacher des friandises sous une boîte de conserve, faire un peu tourner, lui faire choisir qu'il trouve où il y a les friandises, etc., etc. Il y a plein de jeux possibles. La seule chose, il faut juste se dire, on le fait jouer plus olfactivement et mentalement que juste courir derrière quelque chose. Et vous verrez vraiment les bénéfices au quotidien et un changement sur votre chien. Mais il faut garder en tête qu'avant que le cortisol redescende, il y a plusieurs semaines. Donc les premières semaines peuvent être un peu longues, mais il faut vraiment bien tenir et vous aurez vraiment les résultats. Un résultat super chouette sur votre chien, un chien plus calme au quotidien, un chien plus autonome, un chien bien dans ses pattes, tout simplement. Voilà. En tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou m'envoyer un petit message. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée suivant à l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!